Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va principalement parler de développement athlétique. Donc si tu es coach, préparateur physique, athlète de haut niveau, semi-professionnel ou tout simplement amateur, eh bien je t'invite à prendre des notes. Ou si tu es simplement quelqu'un qui comme moi cherche à rester athlétique et qui veut faire les choses bien, eh bien je pense que cet épisode va énormément t'aider. Dans cet épisode on va aborder plusieurs sujets. Dans un premier temps on va parler d'entraînement à pieds nus. Je vais t'expliquer comment j'intègre les entraînements à pieds nus, à quel moment on remet des chaussures, pourquoi, le comment, etc. Dans ce deuxième temps on va parler de pliométrie extensive. Je parle beaucoup de pliométrie, j'ai fait des posts là-dessus, j'ai reçu énormément de questions. Et selon moi, la pliométrie extensive doit avoir un focus particulier, une attention particulière. On doit savoir maîtriser ça dans un premier temps, c'est un peu la fondation. Donc voilà pourquoi on va aborder tout ça dans cet épisode également. Et finalement, on va parler de blessures aux ischio-jambiers, ou de plutôt comment entraîner ces ischio-jambiers afin de mitiger le risque de blessure sur ces derniers. Il y a quelques astuces que j'aimerais partager avec vous. Donc commençons directement par le premier sujet du jour qui est l'entraînement à pieds nus. J'ai fait pas mal de posts avec mes athlètes ces derniers temps sur Instagram et effectivement on était à pieds nus, j'ai reçu pas mal de questions. J'ai fait un post où j'expliquais justement qu'on faisait certaines parties de l'entraînement à pieds nus, donc je vais essayer d'élaborer un peu tout ça. Alors effectivement l'entraînement à pieds nus, déjà le premier disclaimer ou la première chose que j'aimerais introduire, c'est que j'ai fait un épisode il y a très longtemps où je parlais d'entraînement à pieds nus où c'était un peu un contre-argument sur le fait de dire qu'il fallait tout le temps faire des entraînements de musculation à pieds nus. Et je tiens toujours ce discours. Je pense que l'argument qui est utilisé souvent sur pourquoi on fait des entraînements à pieds nus, eh bien ne tient pas la route. Okay, alors, on parle principalement d'entraînement de musculation, c'était un peu mon discours. Vous n'êtes pas obligé de faire des entraînements de musculation à pieds nus simplement parce que c'est plus fonctionnel. D'accord ? Et mon discours n'a pas changé. S'il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel, eh bien tout simplement intégrer quelque chose qui n'est pas fonctionnel dans un entraînement simplement parce qu'on croit que ça va rendre l'entraînement plus fonctionnel, eh bien c'est totalement faux. Okay, donc allez écouter cet épisode, mon point de vue n'a pas changé là-dessus, mais je vais élaborer dans l'épisode d'aujourd'hui sur comment j'intègre tout ça et la logique derrière. Okay, donc commençons directement par parler du pied. Okay, on va parler du pied. Le pied est composé de 33 articulations, si je ne me trompe pas, allez vérifier. Okay, 26 os, 27, je ne me rappelle plus exactement. Okay, quoi qu'il en soit, énormément d'articulations. Et on parle souvent du complexe pied-cheville parce que les deux sont intimement liés. D'accord ? Donc si les articulations du pied ne fonctionnent pas correctement, en gardant ça très vulgarisé, je vais essayer de faire un résumé du tout, eh bien l'articulation de la cheville va être impactée négativement également. Okay, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, on a ce qu'on appelle cette chaîne kinétique, qui veut tout simplement dire, encore une fois, en très vulgarisé, que si une des articulations ne fonctionne pas correctement, eh bien, ceci va avoir un impact sur le reste des articulations, sur toutes les autres articulations, d'accord ? Et ça, c'est un fait, d'accord ? On ne peut pas le nier. Parfois, ce qui est compliqué, c'est de pointer du doigt exactement le pourquoi éventuellement on a un ressenti sur une articulation adjacente, d'accord, en se disant oui c'est à cause de ça. C'est très compliqué de pointer du doigt exactement, mais on sait que si on a une articulation qui ne fonctionne pas bien, eh bien forcément le reste va être impacté d'une façon ou d'une autre. À quel point ça va être impacté, compliqué de le dire exactement ou de le quantifier exactement, mais on sait que le tout va être impacté. Et forcément, le pied, c'est le premier truc qui est en contact avec le sol. Donc si ce dernier ne fonctionne pas correctement, eh bien le reste des articulations, la cheville, le genou, la hanche, le dos, etc., tout ça va être impacté, c'est un fait. D'accord ? Donc c'est ce qu'il faut garder en tête dans un premier temps. 33 articulations qui sont censées bouger. Le seul moyen de garder une articulation en bonne santé, eh bien, c'est de la bouger. Okay, c'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Maintenant, parlons des chaussures. Quand on se met dans des chaussures, eh bien, il y a des conséquences à ça. C'est comme si on mettait une articulation dans un plâtre. Okay, alors forcément, quand on met une articulation dans un plâtre, ce qui veut dire qu'on l'empêche de bouger, eh bien, cette dernière va rester dans une position fixe. Et quand elle reste dans une position fixe, ça veut dire qu'on enlève la nature même de l'articulation qui est de bouger. Les muscles, les tissus qui forment cette articulation vont s'atrophier et forcément le fonctionnement de cette dernière va diminuer. Okay, et c'est un peu comme ça, encore une fois, en très vulgarisé que ça fonctionne. Donc si ces tissus s'atrophient, ce qu'il y a de plus grave encore dans tout ça, c'est que on manque de mouvement, et si on manque de mouvement, on va avoir tendance à placer toujours le stress ou le même stress ou un stress répété toujours sur les mêmes tissus.
ok? Donc pensez à ça comme, comment utiliser ça? Pensez à ça comme si vous aviez, la paire de baskets, ça fait pas l'exemple ici, plusieurs t-shirts, et vous avez éventuellement la capacité de porter ces différents t-shirts tous les jours, mais parce que vous êtes coincé, vous n'arrivez que à ouvrir un de vos tiroirs, et bien vous portez toujours le même t-shirt. Et bien forcément ce t-shirt, au bout d'un moment, il va être sali, il va être sale, il va être troué, etc. Alors que si vous aviez la possibilité d'utiliser tous les tiroirs et de tous les jours changer de t-shirt, et bien éventuellement vous pourriez garder ces t-shirts sur une longue durée, ok? Parce que éventuellement je change, je place une fois, je salis une fois un petit peu je le nettoie, j'utilise un autre, etc. Bref, ça dure plus longtemps. J'espère que vous comprenez la métaphore. Et c'est un peu le même principe ici avec les lignes de tissu qu'on va utiliser. Si malheureusement on est figé dans une position, eh bien on va placer le même stress sur les mêmes lignes de tissu, ce qui veut dire que on va au bout d'un moment endommager ces tissus parce que les tissus ne peuvent pas s'adapter à l'infini. Donc pourquoi je mentionne ça? Je mentionne ça parce que lorsqu'on a une articulation en bonne santé, c'est une articulation qui peut bouger, une articulation qui peut aller dans différentes directions et donc va solliciter différentes lignes de tissu. Et en sollicitant ces différentes lignes de tissu, eh bien, on a une répartition du stress, de la charge qui est répartie de manière correcte et donc on évite justement les problèmes de surcharge sur les mêmes lignes de tissu. J'espère que ça a du sens pour vous ici. Et donc, l'idée c'est vraiment ça, c'est de comprendre que lorsque on met des chaussures, eh bien, on enlève cette capacité de fonctionner correctement et donc de répartir cette charge correctement sur différentes articulations, ok, sur différentes lignes de tissu et en l'occurrence ici, comme je l'ai dit, 33 articulations, différentes articulations. Alors le pied, il faut savoir que on a souvent cette image du pied qui est dans une position fixe, ok, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé des semelles pour certains pieds, hein, les gens qui ont les pieds plats, soi-disant, on leur a créé des semelles. J'ai fait un épisode sur les pieds plats il y a longtemps également, je vous invite à l'écouter tout ça pour vous dire que c'est pas un problème. Les pieds plats ou les pieds qui sont trop en supination, donc c'est des termes techniques, ok, donc les pieds qui sont vraiment creusés, on a les deux extrêmes. Et l'idée c'est de comprendre que c'est jamais un problème en soi d'être dans une position figée, qu'on ait plutôt les pieds plats ou alors les pieds un peu plus creux. L'idée c'est de comprendre que le pied doit être capable de bouger dans cette position et hors de cette position dans laquelle on est, ok. On veut simplement avoir de la variabilité de mouvement dans son pied. On veut faire en sorte que ces articulations du pied puissent bouger. Donc on doit avoir la capacité de rendre son pied plat et de creuser son pied. C'est un peu ça l'idée, ok. Et donc de cette façon-là, on utilise tous les tissus du pied correctement et c'est ce qu'on veut avoir. Et l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir garder son pied dans une position bien figée. D'où l'erreur des semelles orthopédiques, entre autres, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Okay, on veut pas ça, on veut avoir du mouvement dans nos pieds. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et le problème de la chaussure, encore une fois, c'est que le problème, bien entendu, les chaussures nous aident dans la performance, mais le problème de la chaussure, c'est qu'au final, même quand on a ces semelles qui bougent dans l'espace, c'est qu'au final, ce sont ces semelles-là qui vont se déformer, d'accord, à défaut d'avoir le pied qui se déforme. Okay, et on aimerait avoir un pied qui a la capacité de se déformer. Par conséquent, la prochaine question qui vient en tête, c'est à quel moment, ou plutôt, oui, à quel moment j'inclus ce travail avec les athlètes, le travail à pieds nus. Okay. Alors, je l'inclus principalement dans la partie que j'appelle la partie préparation. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi je l'inclus, comment je l'inclus, etc. Alors, la partie préparation, c'est pas ce que j'appelle l'échauffement. L'échauffement, ça fait partie de la préparation parce que ça englobe plusieurs choses, d'accord? Donc, je vais pas vous faire un travail, un podcast spécifique là-dessus. Peut-être par le futur, je le ferai. Les élèves de mon programme Mentorship savent exactement de quoi je parle et ceux qui vont venir au séminaire également sauront exactement de quoi je parle. C'est très organisé, c'est très structuré. Quoi qu'il en soit, dans cette partie préparation, eh bien, on profite de le faire à pieds nus. Pourquoi? Parce que l'intensité est relativement basse, on construit ou on augmente l'intensité graduellement jusqu'à arriver à une intensité modérée à presque élevée avant de passer à la partie principale de l'entraînement qui là requiert des intensités plus élevées. Et c'est à ce moment-là qu'on remet éventuellement les chaussures et je vais expliquer tout ça. Okay, donc l'idée c'est simplement de se dire, ok, tu es tout le temps en chaussures, donc ton pied est atrophié, tu n'utilises jamais ton pied. Par conséquent, je vais profiter de cette occasion de se dire, ok, l'intensité, elle n'est pas super élevée, donc je ne me mets pas à risque. Il y a un ratio bénéfice-risque qui est en ma faveur. Et je vais profiter pour retrouver
toutes ces choses que j'ai envie de retrouver au niveau de ton pied, d'accord? Donc très important de le mentionner. Moi, je travaille principalement avec des footballeurs, des basketteurs de haut niveau et des joueurs de tennis de haut niveau. Et souvent, ces athlètes-là, eh bien, font face à des problématiques au niveau du pied, au niveau de la voûte plantaire, au niveau du tendon d'Achille, etc. Et du coup, tout ça, c'est lié, c'est extrêmement lié. Donc, on doit y porter une attention particulière. Et pour moi, c'est l'occasion de le faire de manière assez fréquente. C'est quelque chose qu'on peut alimenter justement à chaque fois qu'on fait ces entraînements. Et le début, on le fait à pieds nus. Quand on arrive à la prochaine partie, et bien éventuellement, on remet ses chaussures. Et j'en viens à l'épisode que j'ai mentionné, un épisode que j'ai parlé, que j'ai mentionné au début de ce podcast-là, où je parlais d'entraînement à pieds nus, musculation. On n'est pas obligé de le faire à pieds nus. Okay, donc, encore une fois, ça se rejoint. Donc, pendant cette partie préparation, je profite de ce temps-là pour exposer notre pied à différentes contraintes, à différents mouvements. Et l'idée, c'est quoi? C'est pour quelle raison? La prochaine question, c'est pour quelle raison je fais ça? Dans un premier temps, j'ai envie de retrouver de la sensibilité au niveau du pied. On parle beaucoup de proprioception, on fait des exercices sur des surfaces instables, mais croyez-moi, c'est pas nécessaire. Mettez quelqu'un sur une surface stable à pieds nus, c'est déjà un challenge. Okay, la personne va essayer de trouver l'équilibre, n'arrive pas à produire de la force à travers toutes les parties du pied. Eh bien, c'est l'occasion de le faire. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant. On a une intensité qui est basse à modérée, encore une fois. Et c'est déjà un challenge pour la plupart des gens. Et croyez-moi, même pour les athlètes du plus haut niveau. Donc déjà là, on commence à exposer notre pied à le langage de celui de notre corps qui est celui de la force. Donc on commence à produire de la force dans différentes directions. La personne réapprend à utiliser ses orteils, etc., à produire de la force à travers la partie latérale du pied, la partie interne du pied. Enfin bref, ça devient très intéressant de le mettre de cette façon-là, d'inclure des drills sur des surfaces stables. Croyez-moi, c'est largement assez. Donc proprioception, vous ne pouvez pas faire mieux pour recruter tous ces mécanorécepteurs du pied qui sont endormis malheureusement, ou plus ou moins endormis ou pas totalement utilisés lorsque on utilise des chaussures. La deuxième chose, directement, ça en vient au deuxième point qui est de renforcer la musculature du pied. D'accord, on renforce cette musculature du pied. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important de renforcer cette musculature du pied? Je reviens à cette chaîne cinétique, à cette répartition des charges. Lorsque on fait une activité, eh bien, on absorbe de la force. Okay, lorsque on court, lorsqu'on change de direction, etc., on absorbe de la force. Et lorsqu'on absorbe de la force, eh bien, les contraintes, la charge doit être répartie de la meilleure des façons. C'est-à-dire que chaque outil de notre corps, donc chaque articulation de notre corps, doit absorber une certaine quantité de cette force et elle va être répartie de manière équitable, d'accord, tout au long de notre corps. Le problème, c'est que si on a certaines parties qui ne sont pas réveillées, entre guillemets ici, eh bien, on va avoir une plus grande quantité de charge qui va être répartie sur d'autres articulations. Okay, donc, imaginons que le genou aurait dû absorber X quantité, il se retrouve à absorber X quantité plus 20 parce que la musculature du pied n'a pas fait son travail. Donc là, c'est l'occasion de justement faire en sorte que cette musculature du pied-là puisse faire face à ces contraintes-là, ce qui va ainsi protéger également quelque part les autres articulations et ne pas les forcer à faire le travail d'articulations qui sont non fonctionnelles. Ensuite, le point très important également, que j'inclus dans cette partie préparation, c'est de retrouver la mobilité du pied. Comme je l'ai dit, le pied est composé de 33 articulations et il est donc censé être capable de bouger dans différentes directions. D'accord? Donc on veut inclure justement du travail dans cette partie préparation qui va forcer le pied à aller dans différentes directions, à s'affaisser un peu, à se creuser, à aller à mettre de la charge plutôt vers l'avant du pied, vers l'arrière du pied, vers la partie latérale du pied, etc. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on veut recréer ce mouvement au niveau du pied. Et j'essaierai de poster des drills, des trucs sur Instagram et sur YouTube. Comme ça, vous aurez une image et vous aurez des exercices à intégrer également. Mais retrouver de la mobilité du pied, qu'est-ce que ça veut dire également? Ça veut dire qu'on recrée de la variabilité dans notre mouvement, dans ses articulations. Et ça, on revient à ce que je disais au tout début. Eh bien, on va pouvoir ainsi répartir la charge, répartir le stress, les contraintes sur différentes lignes de tissu. On ne va pas toujours stresser les mêmes lignes de tissu. Parce que si votre pied est figé, il ne peut pas bouger, eh bien, malheureusement, on a toujours les mêmes tissus qui prennent la charge. Alors que des fois, là, le pied, il va se twister un peu, d'accord? Du coup, je vais recevoir un peu de contraintes vers certaines lignes de tissu. Ensuite, à chaque fois que je pose le pied, à chaque fois que je vais poser le pied, eh bien, tout simplement, ça va être des tissus différents qui vont absorber la charge. Okay, et là, ça devient intéressant, encore une fois, pour revenir à ce que je disais auparavant. Donc, l'idée, de manière générale, c'est de préparer son pied à être apte à absorber de la force
et ainsi à produire de la force. Je le rappelle, à chaque fois qu'on fait une activité physique, on absorbe de la force, on produit de la force. Et si chacune des parties de mon corps arrive à produire plus de force grâce aux entraînements qu'on fait en préparation physique, et bien forcément, le mouvement dans son intégralité va être plus performant. Parce que si je rajoute plus 10 au niveau du pied, plus 10 au niveau de la cheville, plus 10 au niveau du genou, vous l'aurez compris, on aura rajouté plus 30 sur le mouvement global qui inclut toutes ces articulations là. Donc très important de garder ça en tête et c'est pour ça que j'inclus tout ça. Maintenant, comme je l'ai dit, on le met dans la partie préparation. Ensuite, lorsqu'on arrive à la partie principale de l'entraînement où là l'intensité est très élevée, on remet les chaussures. Parce que mon but durant cette partie-là, c'est de stimuler principalement le système nerveux et j'ai envie de mettre toutes les choses à disposition pour que je puisse produire un maximum de force. Et le facteur stabilité, bien entendu, c'est un des facteurs les plus importants lorsqu'on travaille sur le développement de sa force. Et donc là, on veut être le plus stable possible. Et si je peux utiliser des outils externes tels que des chaussures avec une semelle qui est plate où je sens que voilà, mon pied va sentir que hey, là il est stable, donc ça va te permettre de produire un maximum de force, et bien dans ce cas là on va pouvoir utiliser des chaussures. Ça va nous servir pour l'objectif qu'on a. Encore une fois, pour chaque objectif, on a des outils différents. Il faut simplement savoir comment les organiser. On n'est pas marié à une idée que c'est fonctionnel ou c'est pas fonctionnel. C'est pas pour rien que les haltérophiles utilisent des chaussures plates avec un talon qui est légèrement élevé, des chaussures qui sont extrêmement stables, qui nous permettent tout simplement de produire plus de force. C'est pas pour rien que les sprinteurs ont des chaussures bien spécifiques qui permettent une certaine variabilité de mouvement, mais encore qui est limitée et qui se sont améliorés au fil du temps, qui nous permettent de courir plus vite. C'est pas pour rien. Ce sont des outils qui nous permettent justement d'améliorer nos performances. Et bien, on va les utiliser pour tout simplement développer d'autres qualités, les qualités nerveuses qu'on cherche à développer. Ok, donc encore une fois, on cherche vraiment à séparer les deux ici et comprendre pourquoi on utilise quoi et à quel moment. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire des squats à pieds nus? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire certains des exercices à pieds nus? Absolument pas. On peut le faire. Encore une fois, ça va dépendre de votre niveau. On veut simplement pas sauter les étapes. Pour être conservateur au début, eh bien, je trouve très intéressant de commencer à pieds nus. Pourquoi pas la partie préparation, comme je l'ai dit, graduellement, on expose nos tissus à plus. Et si on arrive à un stade où on peut justement intégrer des exercices à pieds nus avec des intensités plus élevées, hey, pourquoi pas, ok? Mais là, le ratio bénéfice-risque pour beaucoup, eh bien, là, il ne va pas forcément en votre faveur. Donc voilà pourquoi j'aime la partie préparation. Et au final, on aura des chaussures. Donc si j'arrive à créer cette marge de sécurité rien qu'avec le travail que je fais au début, pourquoi pas? Et ensuite, si on peut l'intégrer avec des intensités plus élevées, pourquoi pas aussi? Donc voilà comment vous pouvez tout simplement intégrer le tout. Et bien entendu, eh bien, ça me permet de transitionner directement au deuxième sujet du jour qui est la pliométrie extensive. Durant la pliométrie extensive, ça fait partie de la partie préparation souvent de mes entraînements ou la partie post-préparation juste après où on fait des sauts. Donc la pliométrie, je le rappelle, on parle ici de saut avec un temps de contact avec le sol qui est court, d'accord? Donc un temps de contact avec le sol qui est court, donc on transitionne, on absorbe de la force et on produit de la force le plus rapidement possible. C'est ça l'idée, ok? Et là aussi, eh bien, j'aime faire cette partie-là à pieds nus. Pourquoi? Alors, déjà parlons de la pliométrie extensive et de ses bénéfices dans un premier temps. Alors, la pliométrie extensive, comme je l'ai dit, on parle de ces sauts avec un temps de contact avec le sol qui est relativement court. Extensive, on fait référence ici tout simplement au fait que l'intensité est basse. À l'opposé, on appelle la pliométrie avec intensité élevée, la pliométrie intensive. Et dans ces catégories-là, eh bien, on va trouver différentes gammes d'exercices, d'accord? Et le terme n'est pas forcément exact, gamme d'exercices, oui et non, d'accord? Mais certaines méthodologies de pliométrie, on va appeler ça comme ça, d'accord? Et à partir de là, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas sauter les étapes, on peut pas utiliser des intensités élevées comme ça parce que c'est cool, parce qu'on nous a dit que c'était les meilleurs exercices, les depth jump, les drop jumps, etc. Les trucs sexy que les gens adorent voir, d'accord? Malheureusement, on peut pas commencer là et si on le fait, eh bien, on se met à risque et même, je dirais, même si on se met pas à risque, on n'en tire pas vraiment les bénéfices parce qu'il y a plusieurs trucs qu'on doit apprendre dans un premier temps avant de passer au truc avancé, au truc sexy. Et on doit poser la fondation dans un premier temps. Et la fondation de la pliométrie, elle se pose avec la pliométrie extensive. Avec tous mes athlètes, on commence quasiment toutes nos sessions, d'accord, sauf certains athlètes, parce que ça fait partie de leur sport. Je pense par exemple aux basketteurs, pendant la off-season, bien entendu, on en met, mais pas pendant la saison. Alors, pourquoi? Parce que leur sport, c'est déjà de la pliométrie extensive de manière générale, ok? Donc ici,
on met la pliométrie extensive, très intéressant. Pourquoi? Avec tous mes athlètes, parce qu'on développe plusieurs qualités. On développe des qualités nerveuses, on apprend à produire de la force avec un bon timing, d'accord? Et je vais revenir sur ce point-là qui est très important. Et on développe également des qualités structurelles, c'est-à-dire qu'on apprend à nos tendons à être plus résilients, à être plus élastiques également, à retransmettre cette force rapidement. On apprend à nos muscles également à être plus résilients. Donc tout ça, c'est très important, c'est primordial pour le côté prévention dans un premier temps et pour le côté développement athlétique, bien entendu. Ok, c'est ça l'idée. Donc ici, pour revenir à l'aspect nerveux, développement nerveux. La pliométrie extensive, comme je l'ai dit, le but de la pliométrie extensive, c'est d'apprendre à absorber la pliométrie de manière générale, absorber et produire de la force rapidement. Et le truc qui est très important, que beaucoup de gens oublient lorsqu'on parle d'être puissant, etc., c'est le terme qui revient souvent, les termes communément utilisés, puissant, explosif, etc., eh bien, c'est qu'on veut apprendre à produire de la force et à relâcher. Donc on doit apprendre à contracter et à relâcher. Les meilleurs athlètes sont ceux qui arrivent à maîtriser justement ce timing-là. On apprend un boxeur, c'est pas quelqu'un qui est totalement crispé, qui donne des gros coups de poing avec toute sa force, ça marche pas. Okay, un bon boxeur, c'est quelqu'un qui sait mettre de la force. Okay, il produit de la force juste à un bon moment, pas pendant toute la lancée du poing, juste à un moment bien précis. Ensuite le poing s'en va et ensuite il revient et il est relâché et il fait sa combinaison pap et il relâche, pap relâche. Ok, et ça c'est très important. Un bon sprinter, lorsqu'on compare les sprinteurs amateurs et les sprinteurs d'élite, eh bien justement on observe cette capacité à contracter et à relâcher avec un bon timing. Ça c'est super important, c'est ce qui fait toute la différence. Et du coup la pliométrie extensive, vu qu'on commence avec des intensités qui sont basses, eh bien on arrive à se concentrer justement sur le timing, on arrive à se concentrer sur le rythme. Et quand je parle de rythme, eh bien je parle du fait d'apprendre à contracter et d'apprendre à relâcher, cette qualité qui est la qualité mère. Et malheureusement, c'est souvent négligé parce qu'on pense que à go, à produire de la force, être puissant, et on oublie que pour être puissant, eh bien, on doit apprendre à timer tout ça, on doit apprendre à créer du rythme dans nos contractions. Okay, donc on doit apprendre à passer de 0 à 100 et à relâcher également, de passer de 100 à 0 le plus rapidement possible. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de commencer avec justement cette fondation, avec la pliométrie extensive basse intensité. Donc on parle ici de petits sauts, d'accord, petits sauts qu'on fait de manière répétée. De manière générale, j'aime bien le faire sur 10 mètres, 15 mètres, sur 20 sauts, 25 sauts, 30 sauts. Et c'est comme ça que j'aime l'organiser dans ma programmation. Okay, et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pose cette fondation, système nerveux, comme je l'ai dit, on apprend à contracter, à relâcher, on développe ses qualités structurelles et on peut inclure justement, j'en reviens au premier point de ce podcast, le fait de travailler à pieds nus. Je l'ai dit, on veut retrouver du mouvement dans notre pied, on veut travailler sur la mobilité de notre pied et pour ce faire, on veut mettre de la charge dans différentes directions. Et ce qui est intéressant avec la pliométrie extensive versus la pliométrie intensive, eh bien, c'est qu'on peut justement bouger dans différentes directions. On peut inclure différents mouvements, on peut inclure différentes positions au niveau de notre pied, au niveau de nos pieds. Donc, je vous invite à aller voir les réels que j'ai postés plusieurs fois, d'accord, où je saute avec différents placements des pieds, je me tourne, je twist, je vais dans une direction, dans l'autre direction. Et lorsqu'on le fait à pieds nus, eh bien justement, on va exposer nos pieds à ces différentes contraintes, à des charges qui viennent dans différentes directions. Par conséquent, le pied va apprendre à se placer différemment en fonction de la direction qu'on a choisie durant l'exécution de l'exercice. Et là, ça devient super intéressant. Donc voilà pourquoi je combine ces deux sujets-là. Et c'est comme ça que je l'intègre. La pliométrie extensive à pieds nus, super intéressant parce qu'on retrouve cette variabilité de mouvement, cette mobilité au niveau du pied. On place des contraintes à 360 degrés au niveau de notre pied et on développe toutes les qualités nerveuses et structurelles que j'ai mentionnées. Voilà comment on arrive à lier ces deux sujets que je voulais tant lier. Donc j'ai réussi à faire la transition. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, les gars. Je sens que je perds la main. Anyhow, j'espère que vous comprenez un peu comment intégrer tout ça. Comment j'intègre la pliométrie intensive dans mes entraînements? Comme je l'ai dit, pendant la partie préparation ou post-préparation, on a fait l'échauffement, on a fait les mouvements, on a fait les drills qu'on devait faire. Ok, on passe à la pliométrie. Ok, cool. Et ensuite là, on est presque déjà à une intensité qui arrive, qui se rapproche de l'intensité élevée. Et là, vous pouvez faire vos sauts, votre exercice, vos lifts principaux, peu importe ce que c'est, deadlift, squat, snatch, ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà comment on peut intégrer tout ça, les amis.
Finalement, dernier sujet du jour qui, selon moi, et encore une fois, se marie bien avec les deux autres sujets. On parle de blessures aux ischio-jambiers. Si vous êtes footballeur, joueur de basket, peu importe, les blessures aux ischio-jambiers, c'est monnaie courante, ça arrive souvent. Okay, donc, comment on fait pour prévenir ça? Eh bien, je vais donner simplement 2 trucs à faire, qui selon moi sont les choses les plus négligées. La première chose, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de blessures aux ischio-jambiers, peut-être je vais faire un petit coup de gueule ici, souvent quand on parle de sprint et les gens se blessent au niveau des ischio-jambiers, on dit que c'est une question de technique, etc. Et je ne suis pas d'accord avec ça du tout. J'ai fait une vidéo à l'époque sur YouTube en expliquant que ce n'était pas une question de technique. Au contraire, ok. La technique, c'est ce qui paraît évident en surface, mais ça ne l'est pas, d'accord? Ce qui arrive, c'est que souvent on overstride, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais on fait un grand pas vers l'avant et on atterrit avec voilà, les ischio-jambiers dans leur position d'étirement. Et pam, on absorbe de la force dans cette position d'étirement. Et malheureusement, la position d'étirement, c'est la position dans laquelle on est le plus faible. Et pour la plupart des gens qui ne ramènent jamais leurs ischio-jambiers en fin d'amplitude de mouvement, eh bien forcément, on n'a pas d'expérience en fin d'amplitude de mouvement, on n'a jamais appris à produire de la force, à absorber de la force en fin d'amplitude de mouvement, et bien forcément, le jour où on arrive avec une vitesse élevée, une charge élevée, et bien forcément, il y a un truc qui lâche et un truc qui pète. Et c'est comme ça qu'on crée ces blessures au niveau des ischio-jambiers. Donc, la solution à ça, c'est quoi? C'est bien entendu d'étirer ces ischio-jambiers et d'apprendre à produire de la force dans cette position d'étirement. Et on veut travailler avec une production de force qui est maximale. Voilà pourquoi vous me voyez, moi, me mettre dans des positions de grand écart latéral, où je tiens la position en l'air, ok, entre 2 box, etc. Pourquoi? Parce que j'ai appris à produire un maximum de force lorsque mes ischio-jambiers sont en position d'étirement. Alors je ne vous demande pas de faire le grand écart, mais je vous demande de ramener vos ischio-jambiers en position d'étirement et d'apprendre à produire de la force un maximum dans cette position-là. Vous mettez dans une position d'étirement et vous plantez votre talon dans le sol. Aussi simple que ça. Vous apprenez à le faire, vous le faites sur plusieurs séries, vous l'intégrez plusieurs fois dans la semaine, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Et bien entendu, créer plus d'amplitude de mouvement, ça va être bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on crée une certaine marge de sécurité. Et ça, c'est super important. Donc, étirez, passez du temps dans une position d'étirement, vous faites votre stretching et à la fin de vos plusieurs minutes de stretching, parce que des stretching de 30 secondes, ça ne sert à rien, j'ai fait des épisodes là-dessus également, donc je vous invite à aller écouter ça. Et ensuite, vous produisez un maximum de force. Vous créez plus d'amplitude de mouvement, ce qui crée cette marge de sécurité, et vous apprenez à être super fort en fin d'amplitude de mouvement. Donc vous avez une double marge de sécurité puisque vous n'allez pas atteindre forcément cette fin d'amplitude de mouvement dans laquelle vous êtes déjà fort, et vous êtes encore plus fort moins vous rapprochez de cette fin d'amplitude de mouvement. Donc double marge de sécurité que vous devez absolument créer. Voilà pourquoi je prêche à chaque fois le travail de mobilité, c'est super important. Si vous voulez en apprendre plus, à checker mon programme Hanche Bulletproof. On inclut également ce travail durant la 3e phase et la 4e phase. Okay, parce que les hanches, ça fait partie des ischio-jambiers, tout le complexe des hanches. On travaille sur ça également. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est un message également pour tous les athlètes de terrain, les athlètes de basket, les athlètes de tennis, etc. Comment on fait pour prévenir au maximum mitiger plutôt les blessures au niveau des ischio-jambiers? Eh bien, on les prépare au maximum. Et c'est là que c'est très important d'inclure du travail de vitesse maximale en sprint. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais ça sert à rien parce que je fais du basket, quand je cours sur le terrain de basket, eh bien, je vais jamais sur mon pic de vitesse. Je cours jamais à vitesse maximale. Pareil, je suis un footballeur, je cours jamais à vitesse maximale, c'est que l'accélération qui compte. Pareil pour les joueurs de tennis. Et c'est là où on confond encore une fois la spécificité du sport et la préparation physique. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. On ne cherche pas à mimer exactement ce que le sport fait. On cherche à créer des adaptations qui vont être bénéfiques pour notre sport. Et rendre nos tissus plus forts, eh bien c'est bénéfique pour notre sport. Et je suis un grand fan de travailler sur l'accélération majoritairement parce que ça va avoir un transfert sur notre sport, mais on veut également inclure des sprints à haute vitesse, des sprints de 60-100 mètres. Pourquoi? Parce qu'on va atteindre notre pic de vitesse et donc on va exposer nos tissus à la vitesse maximale, à la charge maximale à laquelle ils peuvent être exposés. Et donc si j'ai exposé mes ischio-jambiers à du 100% et que dans mon sport, eh bien, je ne produis que du 80% maximal, au maximum, tout simplement parce que mon sport ne me requiert pas d'aller à 100%, eh bien j'aurais créé cette marge de sécurité dont je vous parle tant. Donc l'idée c'est d'inclure des sprints à vitesse la plus élevée sur des distances qui nous permettent d'atteindre ce pic de vitesse. De cette façon-là,
on va exposer nos ischio-jambiers à ce stress qui est le stress le plus élevé. Il n'y a rien de plus élevé qu'un sprint à vitesse maximale. Okay? Donc si graduellement j'ai appris à atteindre mes 100 mètres, je ne vous dis pas de commencer demain, de partir de zéro et partir sur 100 mètres d'un coup parce que vous allez vous déchirer vos ischio-jambiers et ça ne sert absolument à rien, d'accord? Mais de graduellement augmenter la distance pour atteindre votre pic de vitesse et chercher à améliorer votre temps sur les 100 mètres. Et de cette façon-là, vous allez exposer vos ischio-jambiers à la charge maximale à laquelle ils peuvent être exposés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos ischio-jambiers se seront adaptés, si vous faites les choses progressivement, à cette charge maximale. Et donc, vous allez créer cette marge de sécurité. Voilà comment on organise le tout dans les grandes lignes. Bien entendu, je vais essayer de faire un protocole que je mettrai à disposition avec tous les détails sur comment organiser le tout dans un entraînement bien structuré. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis un moment vu que ce sont de nombreuses questions qui ont été posées. Donc voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez eu des gems, des trucs à intégrer dans vos entraînements ou du moins des connaissances qui vous ont enrichi pour votre parcours sportif ou celui de vos athlètes éventuellement. Dans tous les cas, nous on se parle / voit très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description à chaque fois où vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. Donc n'hésitez pas. Peace.